Bonjour, bienvenue pour cette table ronde dans cette semaine de la transformation numérique avec SSC, cet événement Engage. Alors j'avais dit 21, on va le dire en français, 21. Et on va parler, vous allez voir dans un instant, de Edge Computing. Et oui, c'est tous ces mots qui reviennent. Alors le Edge Computing, est-ce que les entreprises sont suffisamment matures? Eh bien, on va en parler avec nos deux experts qui sont là avec nous. Sébastien Gaz, directeur des activités Connected Workspace et Innovation chez SSC. Bonjour. Bonjour. Sébastien, merci d'être avec nous. Et Vincent Barbelin. Bonjour Vincent. Bonjour. CTO chez Dell Technologies, donc vous l'avez compris, partenaire de SSC. Vous travaillez ensemble sur ces sujets-là. Alors on va voir autour de ce Edge Computing tout ce que l'on peut dire, les ambitions, les usages, les technologies pour rapprocher les données au plus proche de l'utilisateur, au plus proche des services qu'il va utiliser. Je vais démarrer avec vous Sébastien. Edge Computing, on en parle depuis longtemps, mais pourtant il faut l'associer à l'innovation parce que ça bouge tous les jours. Et je le disais, peut-être qu'il y a encore un peu de maturité à avoir pour les entreprises. Oui, en effet, Frédéric. Alors, Edge Computing associé à l'innovation, mais déjà, je vais commencer par vous faire un premier constat. Quand on parle d'innovation, on ne vient pas forcément à l'idée le Edge Computing. Et pourtant, on va être envahi de Edge Computing dans les années à venir. De manière plus globale, nous allons être inondés d'innovation dans les années à venir. Que ce soit dans le domaine du médical, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine des villes et collectivités, il n'y a pas aujourd'hui un dirigeant, une organisation ou un politique qui ne réfléchit pas à l'implantation de l'innovation dans son organisation. Et là-dedans, la technologie est centrale. Et finalement, c'est l'élément discriminant. Je vais vous donner un exemple. Nous accompagnons actuellement deux collectivités dans la réflexion sur les nouveaux usages, les innovations, notamment par rapport à une dimension de politique territoriale. Et systématiquement, on s'aperçoit que la technologie est l'élément qui va faire qu'on peut ou qu'on ne peut pas mener à bien en fait, sa politique territoriale. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Alors avec Vincent, on s'est posé la question comment faire passer ces messages et comment rendre un peu concret les choses. Et on a eu l'idée avec Vincent de travailler en fait, sur un voyage de la donnée. Donc on va être accompagné par un de nos consultants qui s'appelle Frédéric, qu'on a positionné en plein milieu d'un carrefour de circulation. Et alors on va faire très attention à la sécurité de Frédéric, mais Frédéric va nous raconter au fur et à mesure comment on exerce ce voyage de la donnée. Donc Frédéric, c'est à toi. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Et déjà merci de te soucier de ma sécurité. Je suis effectivement à un carrefour relativement fréquenté aujourd'hui pour vous parler de la première étape du voyage de cette donnée qui est la phase de la génération. La génération, la captation. Cette donnée elle est générée d'abord par des capteurs comme celui-ci qui vont permettre de mesurer la température, la pression, l'humidité, la luminosité ou par des caméras comme on en voit une derrière moi qui vont elles permettre de capturer des images de la circulation ou du trottoir. Une fois cette image capturée, on va vouloir les traiter le plus localement possible. Pour des raisons de performance d'abord, pour éviter d'envoyer des données à distance et d'attendre la réponse, et pour des raisons d'efficacité, pour éviter d'attendre une réponse qui viendrait de très loin ou d'envoyer des données inutiles sur un service cloud qui serait très éloigné. Pour cela, on va avoir des serveurs spécialisés comme les serveurs Dell Edge IoT qui vont nous permettre de fournir une puissance de calcul spécialisée et répondre à des contraintes techniques particulières. La puissance de calcul spécialisée, elle vient répondre à des besoins de machine learning et d'exécution de modèles de reconnaissance vidéo par exemple. Et les contraintes techniques, elles viennent de l'environnement, c'est-à-dire qu'on est dans des environnements où il y a de la poussière, des températures qui varient énormément et le serveur doit résister à tout ça. Et je vous rends la main pour parler de la suite du voyage. Voilà, première illustration. Merci Frédéric pour cette première illustration de ce Edge Computing. D'ailleurs, les voitures qui tournent autour de vous, si elles étaient autonomes, peut-être que ce serait aussi des exemples de ce Edge Computing. Alors, on voit, cette donnée, elle a été captée, elle a été stockée, on va la traiter localement. Vincent Barbelin, on imagine bien que les data, évidemment, ça ne s'arrête pas là. Derrière, il va falloir justement créer ces nouveaux services. Alors, ça va être quoi l'étape suivante ? Eh bien, justement, on est face à un paradoxe puisque l'IoT génère un volume phénoménal de données, c'est une véritable avalanche de données. Et on se doute bien que sur de l'embarqué, sur du scene edge, là où on fait face à des problématiques de place, de poids, peut-être d'environnement agressif, on n'a pas la place comme un hyperscaler pour stocker toutes ces gigas, ces pétaoctets de données.
Donc on va déplacer les données en fonction des traitements qu'on veut leur appliquer. C'est une règle qui s'appelle la data gravity, hein, comme on a appris à l'école les théorèmes. Eh bien, cette règle, elle dit que toutes les données collectées n'ont pas la même valeur pour l'entreprise. Et donc, en fonction des traitements qu'on veut y appliquer, machine learning, data science, deep learning, on va la déplacer dans la chaîne. Et pour continuer ce voyage de la donnée, je vous propose de retrouver Frédéric non plus dans un carrefour bruyant, mais cette fois-ci dans un micro-data center bruyant, le réceptacle de ces données. Et oui Vincent, je me trouve actuellement dans un micro-data center, là où sont arrivées les données qui ont été générées sur le site Edge que nous avons vu tout à l'heure. Ces données, elles vont être traitées ici, c'est-à-dire qu'elles vont être d'abord préparées, nettoyées, mises en forme, pour ensuite exploiter. Elles vont être exploitées via des modèles de machine learning, c'est-à-dire des modèles mathématiques qui vont, eux, arriver à travailler sur les données et à arriver à, par exemple, dans une image, reconnaître s'il y a une voiture, s'il y a une situation de danger ou arriver à prédire ce qui va se passer. On est de nouveau dans des situations un peu particulières, c'est-à-dire qu'on est encore assez proche de nos sites de production. On va essayer de rassembler les données qui viennent de plusieurs sites, type plusieurs carrefours par exemple, mais on doit toujours avoir des serveurs qui résistent à des contraintes environnementales un peu spécifiques. De nouveau, la poussière, la température et particulièrement la vibration. C'est le cas de ces VX-Rail durcis que nous avons derrière nous. Et Frédéric, je vous passe la main pour la prochaine étape du voyage. Merci Frédéric. Alors, on est encore dans un data center et c'est le bruit. Hein, cette souris, il faudrait faire tout ça un peu moins bruyant. Hein, hein. Enfin, on va y arriver. Alors, on est vraiment dans ce voyage de la donnée. On l'a vu, on l'avait capté, on l'avait récupéré tout à l'heure. Et puis, quand on parle de cette data, c'est ce qui va être sans doute en train de changer. Alors, on vous parle beaucoup de la 5G aujourd'hui. Alors, on vous la fait vivre surtout d'un point de vue grand public. Mais l'intérêt, ça va surtout être quand ça va être au niveau des entreprises, parce que là, on commence à voir des ports connectés, le port du Havre qui travaille sur une expérimentation, on va avoir des hôpitaux connectés. Tout ça, ce sera grâce à la 5G. Alors justement, autour de ça, Sébastien, qu'est-ce qu'on peut dire autour, enfin, qu'est-ce qu'on doit attendre de cette 5G ? Alors, de manière générale, la thématique, c'est la connectivité. Et la connectivité, ça va aller bien au-delà en fait, de la 5G. Mais je crois que le meilleur moyen en fait, d'expliquer tout ça, c'est de faire sortir Frédéric de son data center et de passer la main à Frédéric. Donc, à nouveau, c'est à toi, Frédéric, et qui va nous expliquer. Merci Sébastien. Alors, je me retrouve de nouveau en ville pour vous évoquer cette question du transport de cette donnée. Pour transporter cette donnée depuis le Edge Server jusqu'au micro data center qu'on vient de voir, comment on peut faire? Alors on va avoir deux grandes familles de solutions, des solutions filaires et des solutions sans fil. Les solutions filaires, c'est assez classiquement du câble cuivré ou de la fibre optique comme on trouve facilement en centre-ville. Et pour du sans fil, on va avoir des solutions à courte distance comme le Wi-Fi ou le Bluetooth, ou des solutions à plus haut débit et plus longue distance comme la 4G ou la 5G. Alors la 5G, pourquoi on en parle beaucoup et pourquoi c'est un peu le sujet du moment? Pour trois raisons principales. D'abord, on a des débits qui sont jusqu'à 20 fois supérieurs, donc on peut forcément faire transiter beaucoup plus de données. On a aussi une latence beaucoup plus faible, c'est-à-dire qu'on va avoir un temps de réponse entre la question et la réponse beaucoup plus faible. Et enfin et surtout, pour tout ce qui concerne l'IoT, on arrive à connecter jusqu'à 100 fois plus d'appareils sur une même zone. Maintenant qu'on a fait transiter cette donnée, je vais vous rendre la main Frédéric pour trouver qu'est-ce qu'on fait de cette donnée, comment on lui donne une valeur. Merci Frédéric. J'aurais même pu rajouter un quatrième point, c'est justement créer ces services. Parce qu'une fois qu'on a cette data, oui, il faut en faire quelque chose et proposer des services à ses clients. Alors on va prendre un peu de temps avec vous, Vincent Barbelin, pour voir sur quelle technologie il faut s'appuyer derrière tout ça, quelle valeur on peut apporter à cette technologie, comment rendre des services accessibles à la fois pour les entreprises et pour les consommateurs. Eh bien, tout d'abord, cette donnée, c'est le trésor de guerre des entreprises, hein, donc il faut la sécuriser, tout simplement parce que donnée égale convoitise, hein, si je résume. Et le premier niveau, c'est de faire en sorte que cette donnée qu'on a collectée, elle soit protégée. Si elle est volée, elle est inexploitable. Et puis, il y a aussi un autre élément à prendre en compte, c'est le fait que, finalement, cette donnée, elle va avoir un cycle de vie, elle va évoluer, on va peut-être ajouter des nouveaux capteurs, on va peut-être avoir des nouvelles fréquences de relevé de données, et donc il faut également gérer toute cette donnée, la date de péremption, la date de validité, intégrer des nouvelles données dans les différents modèles qu'on va avoir. Vous pensez que le edge computing, il peut justement être générateur de davantage de possibilités, de failles potentielles en termes de cybersécurité ?
Oui, tout à fait, puisque par définition, le edge, c'est un vaste écosystème éloigné du data center. Hein. On parle de far edge, donc on n'est plus dans les data centers traditionnels, monosites tels qu'on connaissait. Et de ce fait, on augmente la surface d'attaque pour les hackers, donc les opportunités pour eux d'essayer de rentrer dans un système. Et puis cette data, on en parle beaucoup aujourd'hui autour de la confiance. Alors on a eu le RGPD qui est sorti, on va fêter les 3 ans du RGPD, ouais, c'est ça, mai 2018. Donc il y a des enjeux sensibles autour de la compliance aussi. Oui, alors d'autant plus avec le edge que cette donnée collectée, elle peut être sur différents pays, différents continents, et donc la donnée collectée, elle n'est pas forcément régie par les mêmes règles à chaque fois. Donc la question se pose au sein des organisations, qui est responsable de cette donnée? Est-ce que c'est le service informatique? Est-ce que c'est les métiers? Est-ce que c'est le service juridique? Ou est-ce que c'est le fameux CDO, Chief Data Officer, ce nouveau rôle dont on entend parler depuis quelques temps? Alors ça, c'est intéressant. Alors on va s'intéresser un peu à ce métier de Chief Data Officer, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on entend ce terme, donc Chief Data Officer, enfin ça fait un moment qu'on l'entend, mais on entendait aussi le Chief Analytics Data Officer, le Chief Insight Data Officer, enfin voilà, il y a tous ces métiers qui sont en train de naître. Pour vous, voilà, quelle doit être la définition de cette fonction aujourd'hui? Alors, la problématique à laquelle il est confronté, c'est que tout d'abord, il faut que les données soient compliant, mais il faut aussi que l'intelligence artificielle qui va mettre en valeur ces données, qui va les traiter, soit impartiale. Elle ne soit pas du tout connotée politique, religieuse, raciale. Donc, le rôle du CDO, il est complexe parce qu'il est ni métier, mais il doit quand même savoir quelles données je récupère, qu'est-ce que je veux en faire, est-ce que c'est légal ou pas. Il n'est ni vraiment informaticien, mais il doit quand même savoir est-ce que la donnée est sécurisée, est-ce que c'est de la donnée sensible. Reprenons l'exemple de notre Carrefour. Est-ce que c'est de la donnée tout simplement qui gère de la sécurité pour les piétons, par exemple? Et donc on est vraiment sur de la donnée sensible. Est-ce que la donnée doit être redondée? Est-ce qu'on doit avoir un capteur sur un capteur? Et puis, il n'est pas vraiment non plus service juridique, mais en cas d'incident, il doit être quand même capable de tout de suite détecter quelle est la donnée impactée et puis surtout la mettre en conformité. Sébastien, vous le voyez cette complexité aujourd'hui autour de ce poste-là du CDO, de ce que vous rencontrez avec SCC? Oui, puis en fait, de manière générale, on s'aperçoit surtout aujourd'hui qu'il y a une vraie correspondance entre les DSI, qui sont nos acteurs historiques dans nos métiers, et les directions métiers. Et finalement, en fait, il y a toute une organisation qui est en train de se mettre en place, tout un écosystème qui est en train de se mettre en place. Et on va bien au-delà. En fait, aujourd'hui, on se rend compte que nos métiers évoluent et il y a une vraie cassure dans la façon dont on envisage les métiers. Il y a beaucoup de similitudes dans ce qu'on vit aujourd'hui, dans les usages, dans les innovations, avec ce qu'on a vécu dans le cloud à l'époque. La direction métier redevient au centre par rapport aux problématiques. Donc CTO, CDO, enfin ce genre de nouveaux métiers, nouvelles fonctions sont clés. L'innovation avec Chef Innovation Officer sont aussi clés. Et voilà, ça on s'en rend compte au quotidien. Oui, on se rend compte que le DSI devient un peu l'orchestrateur de la donnée. Et ensuite, voilà, il essaie de répartir avec ces métiers qui reviennent un peu plus en force grâce au cloud. Et puis, c'est ce qu'on dit depuis tellement d'années, ce rôle étroit entre métiers et DSI. Alors, dans cet univers aussi de la data, et on le dit encore plus avec la 5G, oui, la data c'est bien d'en collecter, d'en récolter beaucoup, mais il faut qu'on le fasse tout ça assez rapidement quand même, Vincent Barbelin. Oui, alors on est dans un monde de l'hyperspeed, on va toujours plus vite. On a commencé avec le TGV, puis les avions, et puis aujourd'hui c'est la donnée. Donc cette donnée à peine collectée, on veut tout de suite en sortir des préconisations. Vous parliez de véhicules autonomes, c'est exactement le bon exemple. Prendre la décision d'appuyer sur la pédale de frein, il ne s'agit pas que la donnée ait mis plusieurs secondes, voire plusieurs heures à revenir vers nous. Et cette donnée, une fois qu'on l'a collectée, la problématique c'est qu'elle n'est pas exploitable immédiatement. On collecte de la donnée dite non structurée, des volumes de données diverses et variés, issus de capteurs divers et variés, donc avec des formats différents. Oui, issus même de constructeurs différents. Enfin voilà, faut vraiment agréger tout ça. Ouais. Et puis surtout, pour que les data scientists puissent travailler, il faut structurer cette donnée, il faut la labelliser, il faut l'organiser en catalogue pour que derrière ils puissent appliquer des modèles mathématiques pour l'intelligence artificielle, machine learning, deep learning. Et justement, c'est ça l'intelligence artificielle qui va réussir à bien sûr, à mieux gérer ces datas. C'est ce sur quoi vous travaillez aujourd'hui ?
Oui, tout à fait. Alors, on a plusieurs initiatives autour de l'intelligence artificielle. Il y a l'intelligence artificielle qui va permettre de passer d'une IoT descriptive, je décris ce qui se passe, à une IoT prescriptive. Finalement, c'est elle qui va rendre les fameux capteurs intelligents. Hein. Un capteur, ça reste un capteur. Il n'est intelligent que parce que couplé à une intelligence artificielle. Et donc, cette IoT prescriptive, elle va être capable de prendre d'elle-même des décisions, relayées par des actionnaires. C'est malheureusement les mal-aimés, les oubliés de la chaîne. Mais sur un carrefour, savoir qu'il y a un piéton, c'est bien. Passer le feu au rouge parce qu'il y a un piéton, c'est mieux. Et ça, c'est le rôle des actionnaires. Alors après, il faut gérer le cycle de vie de cette donnée. Parce que voilà, je vais garder sur l'histoire de la voiture autonome, enfin, la voiture intelligente. Le capteur qui indique un panneau, une fois qu'on a dépassé le panneau, voilà, la donnée, elle peut être abandonnée. Par contre, la donnée sur la vitesse, la donnée sur l'environnement, elles doivent continuer à être stockées. Alors, comment ça se passe justement pour gérer ce cycle de vie des données ? Alors, c'est là toute la nécessité d'avoir des équipes qui échangent entre elles, hein, puisque la notion de criticité de la donnée, cette donnée-là, est-ce qu'on doit la garder? Est-ce qu'elle doit avoir des fins légales à destination? Par exemple, vous donniez un exemple qui est intéressant. En cas d'accident, est-ce que je veux pouvoir revenir en arrière, peut-être même sur un scénario qui n'est pas un épiphénomène, mais qui découle peut-être d'une réaction en chaîne? Et donc là, c'est les métiers qui, eux, vont avoir cette connaissance. Et ensuite, nous, les informaticiens, eh bien, on va la stocker soit au niveau du edge pour être traité en machine learning, soit quand on commence à avoir des volumes de données conséquents, pour le machine learning, le premier niveau d'intelligence artificielle, on commence à parler de centaines de terras. Le deep learning, on parle en pétabytes. Donc cette donnée-là, on va la remonter dans la chaîne jusqu'au cloud, où là, on va peut-être lui donner une notion de worm, de données légales qui doit être garantie comme ne pouvant être inaliénable, parce que données tout simplement pour les assurances et autres, ou tout simplement une donnée à titre de conservation traditionnelle. Peut-être aussi qu'on va la coupler avec les données legacy issues des ERP. On parlait de SAP, on parlera de SAP. Ces systèmes aussi ont des données depuis des années, bien avant l'IoT. Et puis les réseaux sociaux, alors plutôt là dans le monde du B2B ou du B2C, coupler cette donnée-là à des données externes pour lui donner vraiment une valeur et lui donner un corollaire issu d'autres sources. Et puis tout ça, il y a quand même une idée aussi de garder le contrôle, parce que toutes ces datas qui arrivent, alors déjà, on parle de big data, mais j'ai l'impression que dans le edge, c'est plutôt small data, parce qu'on récolte un peu moins de data. Or, on sait que l'intelligence artificielle, pour l'entraîner, il faut beaucoup de data, il faut aussi beaucoup de ressources processeurs. Comment ça se passe ? Alors, justement, c'est une des grosses problématiques, c'est que plus il y a de données, plus l'intelligence artificielle est précise. Ces données, on les a, hein, puisque Splunk nous indique qu'à peu près 57% des données des entreprises sont constituées de dark data, c'est-à-dire des données qu'on a mais qu'on ne sait pas exploiter. Or, cette intelligence artificielle, on a. Mais bien évidemment, l'intelligence artificielle est extrêmement gourmande en CPU, en RAM. Et ça, aujourd'hui, on n'est pas capable de mettre à bord d'un véhicule, à bord d'un avion, un micro data center de plusieurs centaines de kilos. Donc, on va utiliser les puissances du edge. On va aussi, comme on est dans un maillage, aller chercher potentiellement du edge offload, des capacités de calcul à côté, dans les autres environnements à proximité. Et puis surtout, le edge va nous permettre de garder le contrôle. Ça, c'est un des points les plus importants. On parlait dans un exemple de Carrefour. Imaginons un événement exceptionnel, le passage d'un convoi, peut-être d'un convoi présidentiel, un convoi militaire, un convoi exceptionnel. On n'a peut-être pas envie que notre carrefour et les carrefours autour réagissent de façon non contrôlée. Donc c'est peut-être à ce moment-là l'être humain qui va prendre la décision d'arrêter le système pour revenir à un système exceptionnel. Ou tout simplement, un projet d'IoT y vit, les capteurs évoluent, on va peut-être les remplacer, et à un moment, il faut aussi être capable de dire au système, un capteur est tombé en panne, j'ai l'information, je décide moi d'aller faire une opération de maintenance, comme on fait depuis des années sur les serveurs, où on met les serveurs en mode maintenance avant d'intervenir. Alors, autre point important, il nous reste un peu moins de 2 minutes pour en parler, mais pourtant, Dieu sait s'il est important, c'est l'accompagnement des clients. Sébastien Gaz, comment ça se passe aujourd'hui ? C'est simple. On les conseille. Déjà, quel est le métier de SCC? Finalement, c'est la genèse, c'est le métier de SCC d'accompagner ses clients. Notre métier, c'est de mettre en place des projets. Dans tous ces sujets d'innovation, finalement, avant tout, il faut un chef d'orchestre. Donc le rôle de SCC, c'est d'être un intégrateur. Et dans ces sujets d'innovation, on a fait le choix il y a 4 ans, quand on a vraiment investi énormément sur ces nouvelles thématiques, on a fait le choix de ne pas réinventer la roue.
On a en France la chance d'avoir un écosystème technologique qui est formidable. On a un réseau French Tech, on a une organisation politique qui nous permet de déployer vraiment les technologies. Et on a fait le choix d'être un agrégateur technologique. Donc on embarque aujourd'hui plusieurs centaines de sociétés technologiques qu'on intègre dans notre organisation. Et en fait, en tant que fédérateur, chef d'orchestre, on va faire quoi? On va étudier, on va analyser, on va déployer, on va maintenir, on va traiter en fait toute la gestion aussi du cycle de vie global jusqu'à la fin de vie en fait des devices qu'on va mettre en place. On parlait ce matin avec Guillaume de devices à la fois PC, à la fois téléphone, à la fois capteur. Voilà, ça c'est le rôle de SCC. Le rôle de SCC, c'est d'être un facilitateur, un trait d'union entre les DSI, entre les directions métiers et faire en sorte que ça soit dans Smart City, dans Smart Building, pour adresser des villes, pour adresser des grands comptes. Le rôle de SCC, c'est de mettre en œuvre des projets et garantir un résultat, un timing et une réussite. C'est ça le rôle. Ouais, et tout ça, il faut le faire avec des partenaires, avec Dell notamment. Merci Vincent Barbelin de Dell d'avoir été avec nous, Sébastien Gaz de SCC France. Voilà, Engage 21, SCC Engage 21, ça se poursuit tout de suite. La suite des programmes.